notre invitée politique ce matin, c'est Valérie Létard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en tant que nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Valérie Létard, bonjour. On va évidemment parler de vos dossiers, ils sont nombreux, les dossiers qui concernent le logement, mais quelques questions d'actualité pour commencer. Et d'abord, le gouvernement qui a donc annoncé ce week-end une nouvelle loi immigration en 2025. Ça fait moins d'un an que le Parlement s'est prononcé sur une loi immigration. Est-ce que c'est vraiment la priorité ? Mais je pense que c'est un signal donné à une aspiration et une attente forte des Français qui, pour une bonne partie, ont le sentiment que, en fait, aujourd'hui, en France, il y a un problème autour de l'immigration. Je pense qu'il y a un sentiment que l'immigration aujourd'hui est subie plus qu'un sentiment et qu'elle n'est pas choisie et qu'il est peut-être indispensable, en tout cas, de regarder quelles sont les solutions complémentaires à apporter par la voie législative pour venir compléter l'arsenal dont on dispose déjà, mais de le faire de façon équilibrée, parce que qui dit accélérer, être plus efficace dans la gestion des flux migratoires qui arrivent, en étant peut-être en réorganisant les capacités à instruire rapidement un dossier d'une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ou à d'autres titres, comment faire pour effectivement être au rendez-vous mieux de l'instruction, plus rapidement, on sait qu'aujourd'hui c'est parfois difficile, et de créer aussi tous les outils et tous les dispositifs pour y arriver. Mais ça ne veut pas dire plus d'immigration. Ça veut aussi dire, comme l'a rappelé le Premier ministre, qu'une immigration choisie, une immigration dont on a besoin pour le travail, est aussi nécessaire, qu'elle nécessite de regarder globalement cette question, et ça sera bien l'objet d'un projet de loi que souhaite en même temps Bruno Retailleau et notre Premier ministre, un projet exigeant, mais aussi équilibré et qui nécessitera de marcher sur deux jambes. C'est aussi un sujet qui irrite, qui divise, y compris au sein de Feu la majorité, la nouvelle alliance. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire imploser l'alliance gouvernementale quand on voit comment réagissent les uns et les autres autour du sujet ? Écoutez, imploser, je ne suis... vous savez que je suis issue d'une famille centriste, indépendante, UDI, que je suis une vraie humaniste, que pour moi, la question de l'immigration, c'est une question qui doit se traiter de façon très équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traiter. Je pense qu'aujourd'hui, on a le devoir d'être exigeant et humain. Mais est-ce que la ligne de Bruno Retailleau, elle est équilibrée pour vous ? Est-ce qu'elle est partagée par tous les membres du gouvernement ? Je pense que chacun a son opinion. Certains se sont exprimés. Agnès Pannier-Runacher, pour ne pas la citer, pour être très clair. Mais je pense que chacun est légitime à avoir sa propre analyse. Pour autant, on appartient tous à un gouvernement pluriel, avec des sensibilités diverses. Et j'attends aussi du Premier ministre. Bruno Retailleau est dans son rôle. Il est là pour incarner l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres dispositions à prendre pour faire en sorte que, comme je vous attendez un rééquilibrage de Michel Barnier ? Ce n'est pas un rééquilibrage. Michel Barnier, dès son déclaration de politique générale, a toujours été dans la logique de dire exigeant. On a un besoin d'une politique migratoire maîtrisée, contrôlée, ferme, mais humaine, et surtout une politique migratoire qui devra traiter de la question de l'immigration pour le travail. On aura besoin, comme dans tous les pays du monde, aussi, qui sont dans des logiques de développement économique, et bien de pouvoir répondre et de satisfaire à des questions de cette nature. Stéphane, on dit un mot du Doliprane ? Oui, l'autre sujet du jour qui fâche tout le monde, c'est faut-il bloquer la vente d'une partie du capital de la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane à un fonds de pension américain ? Et si oui, le peut-on vraiment et comment on fait ? Je ne suis pas ministre de l'économie, donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Vous avez sûrement un avis. Tout le monde a un avis sur la question. En tout cas, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, Antoine Armand a exprimé toutes les exigences qui seraient les siennes quant aux conséquences d'une telle décision, effectivement. Quant à l'approvisionnement qui devra être maintenu de notre territoire. On a vécu le Covid, on a vécu les pénuries de médicaments, on connaît des pénuries de médicaments. Il faut effectivement que dans les discussions que portera Antoine Armand sur la production sur le territoire national, mais aussi sur l'approvisionnement garanti à l'avenir, en tout cas à titre personnel, je l'ai entendu parler et pour ma part, j'ai défendu d'autres dossiers industriels lorsque j'étais parlementaire. Évidemment qu'il faut être hyper exigeant sur les conséquences d'une telle décision. Le Doliprane, il n'y a pas une famille qui n'a pas recours à ce médicament. Il est essentiel pour tout le monde.
on a le devoir d'être ultra exigeant par rapport à ce qui va se passer. Comment ? Je laisse à Antoine Armand le soin de faire ce travail. On va parler du budget qui a donc été présenté jeudi soir par le gouvernement et ce ne sont pas seulement les plus aisés qui vont être mis à contribution, mais aussi les classes moyennes et modestes avec la hausse de taxes sur l'électricité, une baisse du remboursement des dépenses de santé par l'assurance maladie. Est-ce que vous cautionnez ça ? Mais vous savez comme moi que pour faire un effort de 60 milliards d'euros, malheureusement vous êtes tenu, y compris dans le budget qui est le mien, le logement, et Dieu sait si j'ai toujours défendu, et on va en reparler, on est obligé d'agir sur tous les leviers. Alors c'est évidemment un crève-cœur que de devoir le faire, mais je ne vous rappelle pas, chaque jour vous le relayez et vous exprimez la situation qui est la nôtre, on a malheureusement ce devoir de remettre dans une trajectoire vertueuse le budget et les comptes publics pour pouvoir demain peut-être réinvestir et reprendre une trajectoire un peu plus normale que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est un exercice difficile, assez brutal, mais aussi qui est conforme aussi à la brutalité de la situation qui s'est vraiment dégradée assez rapidement. Bien sûr que quand on touche aux dépenses de maladie, ce sont des choses qui tiennent à cœur de tous nos concitoyens. On a un système extraordinaire. Il faut qu'il reste l'exception peut-être par rapport à un environnement mondial qui n'a pas la chance d'avoir un tel système. Pour autant, on a une exigence de devoir peut-être, en tout cas, maîtriser ses dépenses et accepter de faire quelques efforts. Mais il faudra toujours, et ça c'est là aussi mon opinion personnelle, faire attention à ce que pour certaines familles qui ont peut-être des revenus modestes, ça ne devienne pas une difficulté d'accéder aux soins, à la santé. Et il faudra qu'on soit en capacité aussi d'évaluer à chaque fois les conséquences des décisions que nous sommes tenus de prendre, non pas par dogme, non pas, mais par pragmatisme, parce qu'aujourd'hui, si on veut être au rendez-vous de l'exigence budgétaire, il faut aller dans ce sens, mais il faudra qu'on soit attentif et qu'on soit capable d'évaluer les conséquences de tout ce que nous faisons et chaque année d'ajuster, d'adapter, mais d'être toujours dans cette trajectoire effectivement vertueuse. Là, vous avez parlé des 60 milliards d'efforts à trouver, 40 milliards de baisse des dépenses, 20 milliards de recettes supplémentaires. Il manque encore 5 milliards qui n'ont pas été fléchés. Le budget n'est pas tout à fait complet. Où est-ce que le gouvernement va les trouver ? Sur quel levier est-ce que vous avez des pistes, vous savez, sur quoi quels seront les amendements gouvernementaux ? Là aussi, je laisse mes collègues en charge du budget vous exprimer cela. Je vous avoue que je ne connais pas et je n'ai pas approfondi cette question, je leur laisse faire. Je me charge déjà de mon budget et croyez-moi, j'ai fort à faire et je suis en mode combat pour l'instant pour essayer de faire en sorte, bien évidemment, de continuer à avancer sur ce sujet. Globalement. Mais il y aura effectivement des demandes d'économies supplémentaires, des pistes. Je ne doute pas qu'au niveau de mes collègues ministres en charge du budget et de l'économie, ils ont quelques idées sur la question. Mais je pense que le débat parlementaire, on est dans un contexte politique et parlementaire inédit. Quelle sera l'ambiance autour de ce débat ? Je ne vous demande pas quelle sera l'ambiance au Sénat, ça va, mais à l'Assemblée, vous vous attendez à quoi ? Ce sera constructif, intelligent, raisonnable ou ce sera fort en poigne ? Ce sera à l'image d'une Assemblée nationale, d'abord sans majorité absolue. Une Assemblée nationale où il faudra, et en tout cas je l'espère, on trouve quand même, en tout cas sur un certain nombre de sujets, sur celui dont j'ai la charge, j'espère qu'on pourra trouver sur un certain nombre de pistes des consensus pour pouvoir co-construire avec le Parlement. Ça veut dire que le gouvernement retiendra des amendements qui seront débattus, votés, y compris des amendements, des propositions venant de l'opposition ? Dans le domaine qui est le mien, il faudra travailler avec le Parlement. Aujourd'hui, l'état du budget logement n'est pas satisfaisant tel que déposé. Des amendements gouvernementaux mais aussi parlementaires viendront utilement le compléter. Quand vous dites qu'il n'est pas satisfaisant, c'est l'enveloppe qui vous est allouée qui n'est pas satisfaisante ou c'est la manière dont ça a été fléché ? En 15 jours, un budget du logement, vous ne le construisez pas et vous ne le transformez pas aussi rapidement que cela. Il y a des pistes qui ont été très clairement édictées par le Premier ministre qui a déjà décidé de créer un ministère du logement de plein exercice qui est quand même pas arrivé depuis 2017. Et il a clairement annoncé un certain nombre de pistes, dont par exemple le prêt à taux zéro sur tout le territoire. On va y venir, mais vous dites ce matin, comme Didier Migaud, à l'heure actuelle, le budget de mon ministère, il n'est pas satisfaisant. Il est le fruit d'une construction qui s'est faite pour bonne partie avant la nomination du gouvernement.
Il y a des choses qu'on a pu faire bouger dès la construction du budget, d'autres qui nécessitent une construction, un travail d'évaluation qu'on ne peut pas faire en 15 jours. Par exemple, même sur le calibrage, le prêt à taux zéro, il n'est pas dans le budget initial. Il est déposé parce qu'il faut le travailler, le calibrer, le construire. Alors qu'il était dans le discours de politique générale du Premier ministre. Parce que c'est une volonté du Premier ministre. On peut construire un budget en 2 temps. Un temps de présentation et un temps d'amendement. Donc il va évoluer. Gouvernementaux, mais ça peut être aussi des amendements parlementaires. Bon, à la fin, le prêt à taux zéro, vous savez combien ça va coûter, cette mesure? Parce que ça n'a pas été clairement... Elle dépendra en fait de la construction qui sortira du Parlement. C'est-à-dire que selon... le public éligible, aujourd'hui, nous souhaitons un prêt à taux zéro sur tout le territoire pour les primo-accédants. On le veut sur le neuf, individuel, collectif, mais ça sera le fruit du débat. Que veut le Parlement ? Et on veut véritablement, là aussi, voir dans quelles conditions, quelle construction. Et cette construction finale qui se fera avec le Parlement définira le coût final. Mais globalement, c'est un coût qui s'étalera dans la durée et qui est tout à fait soutenable et qui... Mais si le Parlement vous suit, c'est-à-dire un prêt à taux zéro étendu sur tout le territoire, dans le neuf, pour les primo-accédants, ça coûte combien du coup ? C'est un coût qui va s'étaler aujourd'hui, qui n'est pas chiffré précisément, en tout cas sur lequel on est en train de finaliser dans les 2 à 3 jours qui viennent le montant final, mais qui est tout à fait supportable, étalé dans le temps et acceptable d'un point de vue budgétaire, et d'autant plus acceptable qu'à mon sens, et pas qu'à mon sens, parce que j'ai longuement consulté avant de m'embarquer dans ces choix et dans ces propositions, et aux côtés du Premier ministre, on a largement consulté, et aujourd'hui, on le voit bien, dans tous les territoires, c'est attendu très fortement, parce qu'il y avait effectivement, pour des primo-accédants, aucune solution en dehors des zones tendues. Et là, on rouvre aussi une capacité à s'embarquer dans un retour aussi, dans un soutien à la construction. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'effort de construction à tous les étages de la fusée logement, parce que c'est la primo-accession, c'est le cadre du logement social, c'est l'investissement privé, comment le libérer, comment redonner envie aux investisseurs d'aller plus loin. Il y a plein de leviers. Alors, il y a des leviers financiers, il y aura des leviers plus, on va dire, qui pourront être portés par des initiatives parlementaires pour débloquer, par exemple, je pense à la proposition de loi d'Annaïg Lemeur sur Airbnb, qui permettra aussi de libérer du locatif de longue durée, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus. Il y a beaucoup d'initiatives réglementaires à regarder de près. En fait, les pistes, elles sont diverses. Elles ne sont pas que budgétaires. Et c'est un énorme travail qui va démarrer à partir du moment où on aura posé notre budget. Après, c'est travailler sur la durée. Parlons-en des différentes pistes. Parmi ces pistes, vous avez la volonté d'adapter le calendrier prévu pour le diagnostic énergétique des logements, le DPE, l'interdiction de location des passoires thermiques est reportée sine die. Normalement, ça devait rentrer en vigueur au 1er janvier 2025 ? En fait, comme vous le savez, au 1er janvier, pour les catégories G. En fait, ce que vous savez, c'est qu'on fait un diagnostic de performance énergétique qui établit un calendrier à partir duquel, pour les passoires thermiques les plus énergivores, au 1er janvier, vous ne pouvez plus normalement... Ça veut dire des logements qui sortent du marché, en fait. Ça veut dire des logements qui peuvent sortir du marché, effectivement, si les travaux ne sont pas faits par le propriétaire. C'est pour ça que vous voulez reporter... Qu'a dit le Premier ministre ? Il ne dit pas on supprime la loi climat, on supprime les exigences de rénovation thermique, puisque nous sommes tenus par l'Europe. On a un objectif 2050. On doit être au rendez-vous de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on a un principe de réalité aussi, qui est celui de dire est-ce qu'on a créé toutes les conditions pour que ce calendrier soit soutenable ? Et votre réponse aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas prêt, en fait. Aujourd'hui, pour certaines catégories de logements, il faut revoir les choses. Je pense aux copropriétés. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme 250 000 logements en copropriété qui nécessitent un travail beaucoup plus construit, beaucoup plus long, beaucoup plus difficile avec les syndics de copro pour trouver les voies et moyens pour que tous les copropriétaires, certains occupants, certains bailleurs, soient en situation de pouvoir débloquer chacun pour eux. À cela, vous leur donnez un délai de combien de temps ? 1 an, 2 ans, 3 ans ? On va travailler sur la base d'une initiative parlementaire qui avait été portée par M. Vuilletet, qui va être repris par un député, et qui permettra en fait de prendre quelques dispositions législatives, non pas pour supprimer le calendrier des passoires, mais de faire en sorte que de façon très
pragmatique. On regarde quelles sont les situations, et les copros en sont, quelles sont les situations qui ne permettent pas d'être au rendez-vous de la catégorie G et des travaux de rénovation au 1er janvier. Et très honnêtement, les copropriétés, c'est difficile et pas les propriétaires. Et on va parler de MaPrimeRénov', puisque les crédits alloués à MaPrimeRénov' sont rabotés dans ce budget. Ça veut dire que l'écologie n'est pas une priorité ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, toujours dans l'effort à consentir et en prenant à la consommation en fait, des crédits qui a été réalisé en 2024, il s'avère qu'il y a eu une sous-consommation des crédits. Et qu'en fait, on va avoir plus de crédits qu'en 2023. 2024, il y avait une forte augmentation, mais il y a eu une sous-consommation des crédits MaPrimeRénov' de plus d'1 milliard d'euros. Et forcément, quand vous êtes dans une situation budgétaire difficile et que vous voyez qu'il y a eu une sous-consommation pendant une année, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus cette année, qu'il n'y aura pas une dynamique. Mais dans l'effort global qui a été demandé, en fait, on ne va pas avoir moins de crédits qu'en 2023, on en a plus qu'en 2023, on en a moins qu'en 2024, mais très objectivement, une enveloppe de crédit qui, en 2024, n'avait pas fait l'objet d'une consommation. Peut-être il faudra la réajuster. Mais ce qui nous importait, nous, ce qu'on a entendu comme message, par exemple, des acteurs de l'artisanat et du bâtiment, c'est s'il vous plaît, ne changez pas les règles du jeu. Parce que ce qui avait aussi été une difficulté en 2024, c'est qu'en cours de route, on avait changé les règles du jeu. Donc aujourd'hui, mon combat, et ce n'est pas un combat législatif, c'est un combat qui est plus sur l'organisation en fait, de MaPrimeRénov', des critères qui seront utilisés, qu'on entende le message délivré par les acteurs du secteur, c'est-à-dire restons sur la possibilité d'avoir un monogeste et un accompagnateur qui permet d'aller vers la rénovation globale et d'avoir des gestes successifs qui peuvent se faire en fonction de la situation financière des bénéficiaires, parce que tous ne peuvent pas aller directement vers la rénovation globale. On parle de la crise du logement, Stéphane. Alors, juste avant, je voulais profiter parmi les leviers qui permettent de relancer la construction, vous disiez là, pour les professionnels, on ne change pas les règles. Il y a un levier que le Premier ministre a mis sur la table pour relancer la construction, c'est assouplir, transformer, modifier le dispositif zéro artificialisation nette, le ZAN. Alors, le paradoxe, c'est que c'est vous qui l'avez porté, le ZAN. Vous étiez au cœur de la commission mixte paritaire qui a permis à la loi d'être adoptée, etc. Alors, si vous vous souvenez bien, je n'ai pas porté le ZAN. Le ZAN, c'est la loi climat. En fait, dans la loi climat, il y avait 3 dispositions législatives. Le projet de loi, c'est quand même vous qui l'avez permis. La proposition de loi, elle a été portée par une commission spéciale transpartisane et elle visait à quoi ? Exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Premier étage de la fusée, comment accorder des délais, comment assouplir les règles du jeu. Et c'était l'étape 1 qui avait été portée par le Parlement sur comment mieux assouplir, comment adapter en fait, au fossé qui existait entre le texte initial, qui avait été peu construit, on va dire, avec les collectivités, et la réalité. Qui passe très mal. Premier étage, à l'époque, le Parlement est allé jusqu'au bout de ce qui était possible, sans avoir une commission mixte qui soit infructueuse. Parce que si on allait plus loin à ce moment-là, dans les adaptations et les assouplissements, souvenez-vous, on a sorti les projets d'intérêt nationaux pour qu'ils n'impactent pas les territoires, on a élargi un peu les délais aussi de mise en œuvre des documents d'urbanisme, on a pris toute une série de dispositions qui avaient assoupli déjà. Aujourd'hui, on se rend compte... Il faut aller encore plus loin dans l'assouplissement. Mais on le savait déjà lorsqu'on a porté ce texte. Aujourd'hui, il s'avère que le Premier ministre entend les collectivités, mais je partage, puisque je suis aussi élu territorial et que j'ai toujours combattu, non pas la suppression d'un objectif de sobriété foncière qu'il faut absolument défendre. Dominique Estrosi, il n'est pas question d'abroger le dispositif. Oui, mais est-ce qu'il faut renoncer aux objectifs chiffrés ? Écoutez, moi, je vais écouter ce que les travaux parlementaires du Sénat ont produit et je vais recevoir M. Blanc et M. Cambier pour qu'ils nous expliquent où ils en sont, quelles sont leurs préconisations. Nous travaillons de notre côté avec Catherine Vautrin, qui, sur ce sujet-là, sera investie. Moi, je vais regarder l'aspect logement et foncier. Vous imaginez bien que, très concrètement, quand vous regardez, par exemple, les enjeux industriels qui sont en train de se développer dans les Hauts-de-France, d'où je suis originaire, à Dunkerque, à Douai ou ailleurs, quand vous créez des milliers d'emplois, vous avez besoin de logements. Ouais. Aujourd'hui, vous ne dites pas non pour renoncer aux objectifs chiffrés.
je dis pas, c'est pas de renoncer aux objectifs chiffrés, c'est de regarder comment on peut créer des dispositions qui permettent de ne pas être dans l'impasse, par exemple, pour produire du logement et trouver du foncier. Comment on y arrive? Il y a peut-être différentes solutions, dispositions. On est en train de s'y pencher, mais avant de s'embarquer dans des propositions toutes faites, je préfère que nous écoutions tous ceux qui ont travaillé et auditionné. Stéphane. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, avait annoncé un plan national en février pour construire 30 000 logements neufs supplémentaires sur 3 ans, si je me souviens bien. Est-ce qu'il a eu le temps de le déployer, ce plan? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous le reprendrez en l'état? Écoutez, pour le reprendre en état, il faut que les finances soient au rendez-vous. Moi, ce que j'essaie de faire pour l'instant, c'est de créer les conditions pour que, au travers du PTZ, qu'au travers d'autres initiatives parlementaires qui seront prises peut-être en lien avec le Parlement. Aujourd'hui, le Pinel s'est éteint. C'était programmé, on le savait très bien, le Pinel est un objet qui est arrivé en fin de parcours. Par quoi le remplace-t-on? Comment on incite à la production de logements et d'investissements privés? Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs parlementaires qui aujourd'hui travaillent sur des amendements qui permettraient de redonner une dynamique à l'investissement privé. On ne peut pas produire de logements sans l'intervention du privé, mais aussi des bailleurs sociaux. On a vraiment besoin d'agir à tous les niveaux de la chaîne et bien évidemment avec les bailleurs sociaux, avec le monde de l'USH, il faut qu'on continue à progresser. Vous savez qu'on indexait la RLS, c'est-à-dire qu'on reprenait encore de la réduction de loyer de solidarité dans le budget initial. Nous déposons un amendement pour désindexer la RLS. Le débat parlementaire ira peut-être plus loin. En tout cas, nous verrons. Mais faisons en sorte, encore une fois, que pour chaque bailleur, on recrée des conditions qui permettent de continuer l'effort. On le sait, on est à un moment où la crise est très forte parce qu'on a eu des taux d'intérêt qui n'étaient pas favorables. En fait, c'est une conjonction d'étoiles, de mauvaises étoiles qui se sont additionnées pendant plusieurs années. Il y a des débats parlementaires qui étaient lancés avant la dissolution. Il y a notamment un texte logement qui a été présenté en Conseil des ministres au mois de mai. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces textes? Mais écoutez, d'abord, il ne vous a pas échappé qu'entre le texte logement qui a été déposé et aujourd'hui, il y a eu des élections. Il y a un autre Parlement et une autre Assemblée qu'on va regarder effectivement, parce qu'il y avait plein de bonnes choses dans ces textes. Quelles sont les choses qui peuvent faire l'objet d'un passage dans les deux assemblées? Comment on construit un texte qui peut faire l'objet d'un consensus général entre tous les groupes politiques? Parce que je suis convaincue que sur le logement, on peut y arriver. Mais regardez quels pourraient être les irritants, quels pourraient être les sujets sur lesquels... Dans ces textes, il y avait notamment une modification de la loi SRU pour intégrer des logements intermédiaires dans les quotas de la loi SRU. Est-ce que ça, vous allez le reprendre? On va regarder. Moi, je consulte tous les parlementaires. Si, en mettant une disposition qui peut être un irritant fort, on met en péril toutes les autres mesures qui sont dans un texte dans lequel il y a énormément de choses utiles pour trouver un équilibre financier et trouver les moyens de transformer l'économie générale du logement par des dispositions très utiles et très attendues par le monde du logement. Il faut faire attention qu'une disposition qui est un totem auquel chacun tient... Ça, pour vous, c'est un irritant? Ça fait partie des sujets sur lesquels si je veux être responsable et faire en sorte que le texte de loi continue, je dois consulter, je dois faire en sorte de m'assurer qu'effectivement, le projet de loi que nous pourrions construire avec l'ensemble des parlementaires, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du secteur du logement, puisse prospérer et aboutir. Vous savez bien qu'aujourd'hui, un texte de loi, pour le faire aboutir dans les deux chambres, ce n'est pas la même configuration et ça n'a pas la même donne que ce qui se passait précédemment. Pour autant, on peut réussir. Un dernier mot sur un autre sujet, puisque le Sénat a remis la semaine dernière un rapport sur les femmes sans abri. Il demande notamment, ce rapport, 10 000 places d'hébergement pour les femmes. Est-ce que vous allez accéder à cette demande ? Écoutez, là aussi, je peux vous dire que d'ores et déjà, vous savez que sur l'hébergement d'urgence, globalement, on a aujourd'hui 203 000 places ouvertes. On a en quelques années triplé le budget de l'hébergement d'urgence qui atteint aujourd'hui 3 milliards d'euros. On a déjà un combat à mener pour maintenir cette ambition, ce financement qui est vraiment considérable et sur lequel nous travaillons pour permettre justement des parcours accompagnés pour sortir
d'ailleurs le logement d'abord, qui est un dispositif qui permet de sortir de l'hébergement d'urgence pour emmener vers des logements adaptés. On a des pensions de famille, on a des outils, des résidences qui sont construites pour permettre la sortie progressive de l'hébergement d'urgence. Nous avons d'ores et déjà 11 000 places qui sont réservées aux femmes victimes de violences conjugales. Et on a à peu près 3 000 places, il me semble, pour des femmes qui sortent en fait de secteur hospitalier, maternité et en fait, en tout cas, sur des places dédiées. L'effort, il est déjà considérable. Après, on a une offre globale de places qui permet de regarder, sans pour autant augmenter, quelles sont les solutions pour faire en sorte qu'on ait des outils plus adaptés et plus ciblés pour des femmes victimes. En tout cas, il faudra faire preuve d'intelligence et d'efficacité. Mais s'il y a bien un sujet qui me tient à cœur, ce sont les femmes victimes de violences pour m'y être très personnellement appliquée. Et vous imaginez bien que les attentes et les demandes, on va les regarder avec beaucoup d'attention et trouver les voies et moyens, dans un exercice contraint, de pouvoir faire en sorte que ces femmes, elles ne restent pas sans réponse. Merci beaucoup. Merci Valérie Létard. Merci d'avoir été notre invitée. La une de Ouest France, on en parlait, c'est le Doliprane, Stéphane. Tempête autour d'un symbole français. Merci beaucoup.